Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir répondu présent ce matin à ce petit déjeuner dans ce cadre superbe du parc Hyatt Paris qui nous accueille et que l'on remercie. Avant de donner la parole à Tinal Vet de AppsFlyer qui va nous parler de l'évolution de la fraude mobile, je voulais vous rappeler évidemment que l'app économie est un secteur incroyable avec un dynamisme extraordinaire. Il y avait, je crois, hier des chiffres à Penny qui parlaient, je crois, sur le seul troisième trimestre 2019 de plus de 30 milliards de téléchargements d'applications et une croissance de 10% d'une année sur l'autre. Donc je crois qu'il n'y a quasiment aucun secteur aujourd'hui dans le monde qui affiche un tel dynamisme. Néanmoins, c'est un environnement complexe avec aussi ses zones d'ombre et c'est des points qu'on évoquera ce matin, notamment avec l'étude d'AppsFlyer sur l'évolution de la fraude mobile. Un petit déjeuner donc en trois parties avec cette première présentation de Tinal sur la fraude, suivi d'un témoignage d'Emar Doudeville qui est Marketing Data Science Manager chez TextMe et suivi d'un témoignage de Damien Enfroy qui est CMO de Le Ciseau et qui sont tous les deux partenaires AppsFlyer. J'interviendrai et je poserai quelques questions et vous aurez évidemment la parole à partir de 11h pour une session de Q&A. Tinal, le micro est à toi et on t'écoute pour nous parler un petit peu de l'actualité d'AppsFlyer et de cette question complexe qui est celle de la fraude mobile. On peut l'applaudir. Merci Jérôme. Merci à vous tous de participer à ce petit déjeuner. L'objectif de ces petits déjeuners, c'est vraiment que vous puissiez soit repartir avec quelques astuces pour votre app mobile, soit apprendre une nouvelle chose. Donc pour nous, si vous apprenez quelque chose aujourd'hui, vous repartez avec quelques astuces, le pari sera gagné. Donc sur la première partie de ce petit déjeuner, on va se concentrer sur la fraude mobile. Donc la fraude mobile, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. On en parle de plus en plus. On n'est pas les seuls à en parler. Mais effectivement, c'est un sujet qui est quand même assez cyclique, qu'il faut suivre de très près. Où là, plus particulièrement durant cette présentation, on va se concentrer sur une étude récente qu'on a réalisée durant le premier semestre 2019. Donc on va partager avec vous en exclusivité les derniers chiffres sur la fraude mobile. Donc avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, quelques mots à propos d'AppsFlyer. Donc aujourd'hui, AppsFlyer est le numéro 1 en plateforme d'attribution et outil d'analyse marketing, avec plus de 15 bureaux dans le monde. Je tiens aussi à vous annoncer officiellement qu'on va ouvrir un bureau à Paris. Donc c'est tout récent, j'ai récupéré les clés hier de ce bureau-là. Donc voilà, on aura un 16e bureau à Paris, on sera situé rue des Archives. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, prendre un café, discuter attribution mobile, on vous accueillera avec plaisir. 800 employés dans le monde. Donc chose très intéressante, c'est que la plupart de ces employés et la croissance qu'on a eue en termes de recrutement est principalement axée autour des ressources R&D et produits. Donc la culture de l'entreprise est très orientée tech, parce que les deux cofondateurs sont tout simplement issus de la tech, ils ont développé le produit de bout en bout. Donc on renforce beaucoup les équipes sur la partie produit et tech, et aujourd'hui plus de 84 millions de dollars levés. Alors donc aujourd'hui on a 72% de part de marché global, mondial, et en fait ça nous permet tout simplement d'analyser énormément de points de données, énormément d'appareils, travailler avec plus de 89 000 applications, et du coup on utilise en fait ces données pour soit développer ce qu'on appelle les rapports de performance, le Performance Index. Donc je vous invite vraiment à aller le télécharger, il est disponible en ligne. C'est un rapport qu'on rend disponible 2 fois par an. Et en fait sur ce rapport-là, on va tout simplement lister les sources médias les plus performantes en fonction de votre verticale, en fonction de la géographie, en fonction du type d'OS. Donc ça vous permet en fait tout simplement, si vous avez une app, de savoir quelle serait la source la plus performante et la plus intéressante en fonction de votre verticale. Donc le rapport est totalement gratuit. On se base sur cette méthodologie-là donc 2 fois par an, donc 2 semestres. Le dernier en date, qui est sorti il y a quelques semaines, se concentre sur la période de janvier à juin, avec plus de 520 network médias analysés, plus de 23 milliards d'installations, plus de 15 000 apps et plus de 45 milliards d'ouvertures d'apps. Donc vraiment l'étude est extrêmement large et ça nous permet en fait vraiment de lister donc les performances
soit sur une base de ce qu'on appelle le power ranking, qui va se baser sur le nombre d'apps par source et aussi la rétention par source, ou alors tout simplement sur le volume, donc le volume d'install qui va être généré en fonction des sources. La nouveauté sur ce rapport-là, sur le dernier rapport qu'on a sorti, c'est la première fois que Google passe devant Facebook en termes de volume d'installation. Ça peut s'expliquer parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'appareils Android, comme vous le savez déjà. Effectivement, c'est la première fois, c'est vraiment la nouveauté sur ce rapport de performance qui a été sorti. Donc toute cette portée qu'on a sur l'analyse de la donnée, on l'utilise pour les rapports de performance, mais on l'utilise aussi pour lutter contre la fraude. Donc cette lutte, en fait, cette analyse va se porter sur plus de 19 milliards de dépenses médias qui vont être mesurées chaque année, 12 milliards d'événements in-app et plus de 9,7 milliards d'appareils mobiles qui vont être dotés de la techno AppsFlyer. Donc ça permet vraiment, en fait, l'analyse de toutes ces données, d'avoir une vue d'ensemble sur l'écosystème mobile et de l'utiliser pour lutter contre la fraude. On va s'intéresser maintenant à cette étude qu'on a réalisée et qui est toute récente, donc sur le premier semestre 2019. Sur cette étude, on s'est concentré plus spécifiquement sur 2,5 milliards d'installations qui sont payantes, donc non organiques, plus de 9500 applications. Et comme je vous le disais au début de cette présentation, la fraude, c'est vraiment un sujet qui est cyclique, qui va changer rapidement. Donc même si on en a déjà parlé, les types de fraude évoluent, c'est un peu le jeu du chat et de la souris entre les fraudeurs et les solutions anti-fraude. Donc c'est important de toujours s'intéresser aux dernières techniques et pouvoir les contrer. Juste pour pouvoir schématiser un petit peu la portée et l'ampleur en fait de la fraude actuellement, on s'est rendu compte sur cette étude-là, sur le premier semestre 2019, un exemple de fraude qui est massif, où durant cette étude-là, on s'est rendu compte qu'il y a une fraude avec une portée de 40 millions de clics par jour, qui a touché plus de 100 000 sites différents, avec plus de 206 000 applications installées. Et donc ça, c'est juste un exemple, juste pour vous montrer que effectivement la fraude peut avoir un impact extrêmement important sur l'écosystème mobile. On a pu constater également un taux de fraude moyen à 23%. Effectivement, ce taux, c'est un taux moyen, donc c'est une moyenne entre les différentes verticales. Comme vous pouvez voir, il y a des verticales qui sont beaucoup plus touchées que d'autres. On va y revenir tout à l'heure. Mais tout simplement, ça signifie que vous avez 23% des budgets médias qui sont accordés, accordés directement à la fraude. Donc en gros, si vous êtes en mesure de bloquer cette fraude, vous pouvez économiser 23% de vos budgets pour l'acquisition d'utilisateurs réels. Donc sur 2019, on estime que cette fraude, il y a plus de 4,6 milliards de dollars qui seront exposés à cette fraude. Donc c'est quand même un budget et des chiffres colossaux. Donc, comme je vous le disais, la fraude va avoir un impact plus ou moins important en fonction des verticales. Par exemple, la finance, le shopping, on sait que les CPI sont beaucoup plus élevés, vont être extrêmement impactés et vont être la cible idéale des fraudeurs. Par rapport à d'autres verticales, par exemple le gaming, où on sait que dans le gaming, les marketeurs mobiles sont un peu plus à même et suivent de très près les données. Donc ça va être une verticale qui sera un petit peu moins touchée. Ce qu'on a pu révéler durant cette étude, c'est qu'il y a plus de 2,3 milliards de dollars qui ont été exposés à la fraude, donc durant le premier semestre 2019. Donc cette carte, au niveau du monde, ce n'est pas une carte météorologique, bien entendu. C'est une carte qui vous montre l'impact de la fraude en fonction des régions. Et c'est extrêmement intéressant. Donc quand on est sur du rouge vif, rouge foncé, on est sur un impact de plus de 40%, 35-40%, un peu moins sur les zones un peu plus claires. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit clairement que la fraude suit, bien entendu, les marchés qui explosent
en termes de mobile, où on connaît une très forte croissance au niveau du mobile. Et c'est ce qu'on voit aussi chez nous, AppsFlyer. Des marchés comme par exemple l'Asie du Sud-Est ou même l'Amérique du Sud sont des marchés à très haute croissance, où là aussi on voit en Afrique le Nigeria qui est aussi impacté par la fraude. L'Europe n'est pas en reste par rapport à la fraude. Là on a sur cette étude-là révélé les derniers chiffres de la fraude, où on voit en Europe les plus gros taux de fraude sur le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France également, à plus de 10,7%. Donc la fraude est quand même, impacte quand même la France, avec les taux les plus élevés en Europe, comme vous pouvez le constater. Alors, hop. Donc la fraude, bien entendu, la fraude la plus importante, ça reste les bots. C'est ce qu'on a pu constater durant cette étude. Les bots sont de plus en plus évolués. Donc vous allez avoir des bots et des techniques qui vont essayer de répliquer les comportements humains. Donc c'est clairement en fait le type de fraude le plus difficile à contrer pour les solutions d'antifraude. Et c'est pour ça que là, sur l'analyse qu'on aura sur notre solution d'antifraude, va aller extrêmement loin. On sera en mesure de détecter le niveau de batterie, par exemple, du terminal, les différents types de mouvements, l'angle utilisé. Donc on va aller vraiment essayer de détecter très loin si c'est un comportement humain ou si c'est un comportement mécanique ou d'un bot. Donc les bots sont en effet le principal défi, mais ce qu'on a pu voir de janvier à juin 2019, c'est qu'il y a eu une très grosse croissance. On est passé de 49% à 79% de fausses installs. Ce qu'on peut voir, c'est que l'attribution hijacking, donc le vol d'attribution, est en diminution. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, on voit de moins en moins de device farm, parce que les device farm, en fait, ce sont toutes les fermes à device qu'on peut voir dans certaines photos où vous allez avoir des milliers de smartphones qui vont être utilisés. On en voit de moins en moins parce que tout simplement, les device farms sont beaucoup moins scalables que les bots, bien entendu. Du coup, effectivement, les marketeurs mobiles deviennent de plus en plus matures concernant les sujets de fraude. Donc les fraudeurs se doivent d'aller un petit peu plus loin sur les différentes typologies de fraude. Donc maintenant, on voit des typologies de fraude qui vont évoluer plutôt que des fraudes à la simple installation frauduleuse. Ils vont aller plus loin jusqu'à la fraude in-app. Donc là, on peut le voir, par exemple, avec une très grosse croissance d'année en année, sur les différents quarters, sur les domaines du gaming et également du social. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, les verticales qui sont plus touchées par la fraude sont le gaming, mais les marketeurs mobiles vont plutôt être concentrés sur l'install, et donc du coup les fraudeurs doivent aller un petit peu plus loin et se doivent d'attaquer la fraude au niveau in-app. Et ça se ressent aussi sur les achats in-app, où là on voit bien entendu, les verticales les plus touchées sont les verticales où vous allez avoir le plus d'achats in-app, bien entendu, qui vont toujours être le gaming, la finance ou les apps business. Alors clairement, il y a un cycle sur la fraude et il y a différents impacts. Le premier, il est bien entendu d'ordre financier, parce que ça va impacter votre budget marketing, puisqu'il y a du budget marketing qui est alloué à des installations frauduleuses. Mais du coup, ça va vous permettre, vous n'aurez pas une très bonne visibilité sur la réussite de vos campagnes, ça va fausser un petit peu les données, et ça va engendrer des mauvaises décisions, parce que toutes vos données sont finalement polluées avec des installations frauduleuses. Et du coup, vous allez manquer des opportunités de vous concentrer sur des sujets prioritaires, ou tout simplement allouer beaucoup trop de ressources, beaucoup trop de temps sur ces sujets de fraude. Donc, quelques conséquences de la fraude mobile. Bien entendu, le premier, un impact extrêmement important sur vos budgets publicitaires, comme on l'a vu durant cette étude, environ 23% des dépenses qui sont gaspillées dans la fraude. Donc la première action, c'est vraiment de pouvoir se concentrer dessus pour sauver du budget publicitaire.
polluer vos données. Donc vraiment avoir des données qui sont polluées avec des installations frauduleuses et surtout une perte de temps puisque vous allez devoir allouer pas mal de temps et de ressources humaines sur ces différents sujets-là. Donc 3 conseils qu'on vous donne pour pouvoir justement réduire la fraude et la combattre. Le premier, c'est de pouvoir comprendre le problème et les différents challenges et les différentes typologies de fraude. Donc c'est vraiment important de se renseigner sur ces sujets-là. De garder vraiment le focus également. Donc, comme vous avez pu le voir, la fraude, elle évolue constamment. Donc c'est des sujets qu'il faut suivre de très près. Et surtout, le dernier conseil, je pense que c'est de travailler ensemble. Donc travailler ensemble avec les différentes solutions d'antifraude, avec différents partenaires, les différentes agences, avec les clients, pour pouvoir vraiment combattre et éradiquer cette fraude. Je vais maintenant peut-être laisser... oui, merci Tinal, on peut peut-être l'applaudir déjà pour cette première présentation. Merci. Et rebondir, peut-être que tu peux rester au pupitre avec quelques chiffres. Donc tu nous disais qu'aujourd'hui, en gros, une application sur 5 est fictive. Est-ce que les grands éditeurs d'applications ont tous pris conscience de ce phénomène et effectivement du gaspillage que cela implique pour eux? Alors non, malheureusement, je pense qu'il y a une très grosse disparité aussi en fonction des verticales, du type de l'application. Comme on l'a vu, il y a des verticales qui vont être un peu plus matures sur le sujet. Mais je pense que la fraude aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça se réduit à une verticale. Il y avait les chiffres de la finance qui étaient très très impressionnants. Quasiment 2 applications sur 3 en fait sont fictives. Enfin 2 téléchargements sur 3 sont fictifs. C'est ça. C'est effectivement parce que les CPI sont beaucoup plus élevés. Et ça attire les fraudeurs. On va avoir des verticales qui vont sortir un peu sortir du lot. Et il y a un manque de maturité peut-être de certains éditeurs de ces verticales qui sous-estiment ce phénomène. C'est ça. Je pense que tant qu'elle n'est pas forcément visible, tant qu'on ne se rend pas compte de l'argent qui est gaspillé, ce n'est pas forcément une priorité. Mais le fait de se doter d'outils comme par exemple Protect 360, dont on verra un petit peu plus les détails, ça permet vraiment de se rendre compte de l'argent qui est gaspillé en fait, tout simplement dans ces... Et puis tu le disais, les fraudeurs ont considérablement amélioré leur arsenal avec ces systèmes pour simuler le comportement des humains. Donc même quand on est éveillé à ces questions-là, on peut se faire avoir par des processus de fraude très, très complexes. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fraudeurs deviennent de plus en plus matures. Ils ont des ressources financières très importantes. Ils sont très organisés. Ils connaissent très bien l'industrie. Donc on n'est pas à l'image du petit fraudeur dans sa chambre en train de tenter des choses. On est vraiment sur des organisations très, très bien organisées. Donc, et on peut imaginer même des usines avec des centaines de terminaux qui simulent en permanence des téléchargements. C'est ça la réalité aujourd'hui de ce marché ? C'est ça, mais on le voit quand même de moins en moins. C'est ce dont je citais avec les device farms. C'est en fait ce que tu mentionnes, c'est effectivement les device farms. De moins en moins parce que c'est difficilement scalable. Ça demande de la place, ça demande de cacher un nombre incalculable de terminaux. Donc ce qu'on voit, c'est quand même une augmentation des bots plutôt que des device farms. Très bien. Un phénomène qui existe aussi en France, tu le disais, 10% de taux de fraude moyen sur le marché français. C'est ce qui justifie peut-être aussi l'ouverture, tu le disais, c'était un scoop, l'ouverture d'un bureau d'AppsFlyer à Paris. C'est ça. C'est tout simplement pour accompagner déjà notre croissance, rapprocher de nos clients, de nos partenaires. Et puis, effectivement, on est une société en très forte croissance. On recrute actuellement un SDR, un Sales Development Representative pour la France, et également un responsable des alliances France. Donc s'il y a des candidatures, n'hésitez pas à aller voir Tinal tout à l'heure. Et puis on rappelle qu'en France, on a aussi de très belles entreprises qui partent à la conquête du marché international. Évidemment, AppsFlyer sera là pour les accompagner. On le rappelait, numéro 1 mondial dans ces métiers de l'attribution. C'est ça. À 73% de part de marché. De part de marché et qui accompagnera évidemment la croissance des éditeurs d'applications partout dans le monde. Merci Tinal pour cette présentation. On va gérer les... peut-être une question, juste une, mais on fera un Q&A à partir de 11h. Donc juste une, vous avez de la chance. Vous pouvez expliquer vite fait les 2-3 business models des fraudeurs, comment ils encaissent de l'argent de tout ça? En fait, ça va être tout simplement avec le business model, comment ils gagnent de l'argent. En fait, c'est tout simplement, par exemple, avec l'hijacking, ils vont récupérer des installations qui ne sont pas réelles. Et ils vont s'approprier en fait l'installation comme pourraient le faire. Ils vont revendiquer une commission d'une installation fictive. D'un network, d'un partenaire qui est fictif. Et donc l'éditeur va payer ce qu'il croit être des apporteurs d'affaires et qui sont en fait des
des fraudeurs. C'est ça. Voilà, et on fera une session de Q&A pour tout le monde à partir de 11h. Merci Merci Tinal, et on va écouter du coup notre deuxième speaker de la matinée, Aymar Houdeville, Marketing Data Science Manager chez TextMe. On peut applaudir Aymar pour lui donner du courage. Bonjour à tous. Alors le concept de Device Farm fait un petit peu peur, et Tinal m'a demandé de faire un focus sur la réflexion qu'on a avec AppsFlyer depuis le printemps dernier sur la fraude, une sorte de témoignage en fait de la façon dont on utilise P360 et AppsFlyer pour lutter contre ce phénomène. Alors TextMe, qui sommes-nous? On est un acteur historique dans le Play Store et l'Apple Store, là depuis maintenant presque une dizaine d'années. On a été créé par des entrepreneurs français à San Francisco qui avaient fondé plusieurs réseaux avant d'accès à Internet dans les années 90 et revendu leurs boîtes. Donc on est présent bien sûr sur iOS et Android. On a 10 millions de téléchargements à peu près par an. Et on est dans le top 10 ou 15, ça dépend des jours, parce qu'on a une activité très saisonnière, hebdomadaire, pardon. Les saisons sont au niveau de la semaine. C'est-à-dire que les gens ont une activité télécom très élevée pendant la semaine et un peu moins élevée pendant le week-end. Donc on a tendance à monter dans les classements pendant la semaine. Nos équipes sont sur 2 sites géographiques. Donc historiquement à San Francisco, pour tout ce qui est dev, iOS, Android, le back-end en Python, et un centre R&D à Paris et marketing, qui donc a géré la relation avec AppsFlyer pour le P360. On recrute sur les 2 pôles géographiques aussi. Les principales fonctionnalités de TextMe, c'est la possibilité d'obtenir plusieurs numéros de téléphone pour texter et faire des appels directement sur votre téléphone. Donc en fait, on achète des numéros de téléphone en gros sur les marchés internationaux, qu'on va les revendre sur l'Apple Store et le Google Play Store ensuite aux consommateurs finaux. En fait, on va faire des numéros très très peu chers, voire gratuits aux États-Unis et au Canada, ce qui va intéresser les gens qui ne peuvent pas s'offrir un forfait de téléphone aux États-Unis et qui veulent appeler dans leur pays d'origine, souvent à l'international ou aux États-Unis à très bas coût. Et on va ensuite se rémunérer à 50% sur la pub dans l'app et à 50% sur de l'achat de crédit et des in-app dans nos applications mobiles. Bien sûr, c'est toujours plus fort sur iOS. J'imagine que c'est quelque chose que vous rencontrez dans les in-app, dans vos applications respectives. Et une autre possibilité, c'est du coup la possibilité d'utiliser votre numéro de téléphone sur tous vos supports, desktop, sur tous vos portables. Vous avez le même numéro de téléphone. Vous pouvez utiliser vos numéros de téléphone comme des emails en fait. Donc on a un segment de marché un peu spécifique, et les gens qui veulent faire du business dans un pays et avoir un numéro de téléphone local dans leur signature. Voilà. Alors, pour faire une petite intro à notre stack marketing, parce que P360 est venu se greffer dedans, on a donc en jaune nos partenaires qui vont être Apple, Facebook, Google, les très gros, et toute une ribambelle de plus petits, avec un budget de quelques millions de dollars du coup dans le cadre jaune. On a notre back-end à nous, TextMe, en rouge, et AppsFlyer sert de tiers de confiance, bien sûr, et de porte d'entrée entre les deux types d'acteurs. Donc AppsFlyer va nous envoyer les installs et certifier les installs qu'on reçoit. En échange, on va envoyer des post-back à nos partenaires via AppsFlyer. Techniquement, l'endroit le plus dur, c'est les algorithmes de pré-traitement qui sont entre AppsFlyer et notre base de données. C'est-à-dire qu'on va récupérer la data d'AppsFlyer via l'API, regarder les IDFA et les Advertising ID qu'on avait déjà vus avant, les attacher à des User ID. En fait, comme on est là depuis longtemps sur le marché, la plupart des gens qu'on voit comme nouveaux via l'Advertising ID ne sont en fait pas nouveaux. On doit les rattacher à des Meta ID ou des User ID qu'on a déjà vus avant. Donc on a toute une mécanique un peu compliquée sur les tables d'AppsFlyer pour arriver à rattraper les gens et à les raccrocher à leur compte d'origine dans notre back-end marketing. C'est assez important, mais ça peut vraiment toucher la rentabilité des campagnes. On est entre quelques pourcents et quelques dizaines de pourcents d'utilisateurs qu'on a en fait déjà vus et qu'on pensait ne pas avoir vus via l'Advertising ID selon les campagnes. Dans notre base de données, donc du relationnel et du non relationnel, on va renvoyer ensuite des events à AppsFlyer qui les forward à nos partenaires qui leur permettent d'optimiser les campagnes. Donc c'est des events très traditionnels fournis par AppsFlyer, mais aussi des events plus propres à notre marché, les télécoms, nombre d'appels échangés, quand vous avez franchi un certain seuil dans votre comportement télécom, etc. TextMe, ensuite, on stocke bien sûr l'activité brute qui est traitée dans les bases de données, notre back-end dans Python, Spark pour du calcul distribué. On a tous les outils marketing
comme le modèle de PLTV en interne dans l'encadré rouge, là, des scrappers pour aller récupérer les noms de nos concurrents, suivre leur progression dans les stores. Et tout ça, ça va nous permettre d'aller mettre à jour nos enchères automatiquement et nos budgets. Et une partie de mon boulot en ce moment, c'est d'essayer d'automatiser au maximum cette flèche bleue en haut pour aller se brancher si possible directement sur des DSP ou sur des gens en fait, sur lesquels on va pouvoir mettre à jour nos budgets beaucoup plus rapidement et pas louper les bons spots ou les bonnes journées. Donc voilà un peu, et donc près de 360 se greffe sur la ligne rouge. Un peu, c'est une porte d'entrée vers notre back-end. Ce qui s'est passé en mai 2018, c'est qu'on s'est rendu compte que notre UA était trop concentré sur un nombre restreint de sources d'acquisition, donc qui étaient les très gros. UA, on rappelle que c'est la User Acquisition. Hein. Oui, UA, oui. Les conséquences, c'était un manque de résilience. Imaginons qu'une de grosses sources d'acquisition s'écroule et a de mauvaises performances, tout notre marketing en souffre. Et à l'inverse, on souffrait d'un manque d'exposition à tous les segments de marché. Si vous avez une forte croissance chez un partenaire, chez un ad network X ou Y qui est boosté par un rapport par exemple, on veut pouvoir en profiter. Et on avait une surperformance du budget dédié à l'exploration. On a un budget dédié à l'exploitation, un budget dédié à l'exploration, ce qui est un peu dommage parce que c'est justement là où on doit faire des erreurs, se planter et trouver de nouveaux channels d'acquisition. Donc on avait 3 objectifs au printemps dernier. Développer en interne un outil d'achat pour suivre de nouveaux fournisseurs qui donc viennent se greffer chez nous, pas de la même façon que Apple, Google, qui sont très automatisés, qui ont des API. Faire un cahier des charges pour faciliter l'onboarding de ces partenaires, donc comprendre quels sont leurs besoins quand ils arrivent, comment est-ce qu'on peut aller plus vite et essayer d'en tester un maximum dans une période de temps très courte et les tester facilement. Et bien sûr, les onboarder, les recevoir, les tester et les accueillir. Donc, dans cette réflexion, il y a eu naturellement la question de la fraude qui s'est posée. Parce que vous allez voir, on peut chiffrer facilement le coût de la fraude. Et c'était un problème d'emblée qui s'est posé quand on a commencé à en discuter avec AppsFlyer. Comment tenir compte des risques de fraude dans nos relations fournisseurs? C'était ma question aujourd'hui. Pour être sûr et certain qu'on parle bien de la même chose, on a 2 grands types de fraude qui existent. C'est ce dont Inal parlait. Une fraude qui est l'attribution hijacking, ça va être les gens qui vont voler vos installs qui existent déjà, notamment par du click flooding. Nous, c'est la fraude qu'on rencontre tout le temps chez Texme, dans notre segment de marché, du coup, qui est le social, et un peu les utilities. On a un peu moins de fake install, mais je sais que ça grossit énormément chez des gens à qui j'en parle. Ça va être carrément les bots dont parlait Tinal, qui vont télécharger vos apps, faire un achat parfois, et puis plus rien, et l'utilisateur va disparaître. Le risque là, c'est de se retrouver avec 5-6%, voire beaucoup plus, de faux utilisateurs, enfin des gens qui n'existent pas. Et le jour où ils disparaissent, tout s'effondre. Donc le click flooding, rapidement, celui dont on va parler après dans les chiffres, c'est des gens qui vont inonder AppsFlyer et vous de clics pour revendiquer des installs au hasard. Et parfois ils vont tomber juste et ils vont arriver à s'attribuer une install qui a vraiment eu lieu. Ça se voit très, très bien dans les chiffres, je vais vous montrer ensuite. Les bots, ça va être ces gens qui ont des robots. C'est quelque chose d'assez abstrait pour moi. Je ne comprends pas comment ces gens arrivent à mettre en place ces serveurs et techniquement ce qu'ils arrivent à faire. Je suis très curieux de savoir si vous avez des retours, si vous en avez rencontré sur leur business model. Je ne comprends pas comment ça peut fonctionner, mais il y en a. On arrive à les repérer, donc ça va être des règles de machine. Donc vous avez 2 types de façons de les repérer. Du machine learning supervisé, donc vous allez regarder comment se sont comportés les bots dans plein d'applications en sachant que c'était des bots, et vous allez essayer de repérer les bots dans les données d'install des autres clients d'AppsFlyer. Et vous avez du machine learning non supervisé qui va essayer juste de repérer les outliers. Des gars qui font des installs tous les jours à minuit, ou des achats tous les jours à minuit, c'est quand même bizarre. Ou qui téléchargent et qui installent l'appli en moins d'1 seconde, c'est-à-dire qu'ils sont soit très doués, très rapides. Donc les conséquences, vues du point de vue de Texme, on a une baisse de la marge brute, qui est toujours au moins inférieure ou égale en moyenne à la marge brute générée par nos installs normales, parce qu'elle ne génère pas de revenus, voire très peu. On a aussi une augmentation des coûts, parce qu'on va payer nos partenaires au CPI fixe, ce qui fait que c'est juste une perte brute de budget marketing. Et on va avoir un coût d'opportunité, c'est-à-dire que si on a un certain budget par jour en exploration,
on achète de l'information en fait, sur le marché. On veut savoir quand on met de la pub chez telle personne, combien est-ce que ça nous rapporte, et on essaie de pricer toutes les apps du marché de notre côté. Donc tout ce budget qu'on perd sur des fausses installs, c'est de l'information et c'est du temps perdu sur la concurrence. On peut voir un impact aussi sur la PLTV. En moyenne, donc ça j'ai pris un cas particulier, parce que je n'avais pas trop d'autres façons de faire. Cette semaine, j'ai pris un fournisseur A sans fraude, un fournisseur B avec fraude détectée par le P360. J'ai regardé leur PLTV selon notre modèle. On était à peu près à 35% de différence. C'est plus pour illustrer le fait que c'est plus pour illustrer le point numéro 1, la baisse de la marge brute. En fait. Et notre PLTV, on l'a fait net des coûts. Donc c'est vraiment de la marge. Les coûts liés à la fraude, donc si on essaie de simplifier tout ça, c'est le budget total alloué au réseau frauduleux, moins les remboursements qu'on arrive à avoir d'AppsFlyer, grâce à AppsFlyer, plus le coût d'opportunité, ce dont on parlait sur l'information, plus le coût de développement, pardon, c'est pas un signe divisé, c'est le coût de développement et d'analyse, parce qu'en fait, quand vous regardez la part de budget pour les ad networks, aujourd'hui c'est relativement faible par rapport à nos gros partenaires, mais en fait vous passez beaucoup de temps du coup à essayer de comprendre les tentatives de fraude, savoir ce qui se passe. Souvent, c'est des gens en face qui sont pleins de bonne volonté, qui ne savent pas en fait ce qui se passe. Ce n'est pas les ad networks eux-mêmes qui trichent. Ils ont des sources. On est dans un marché qui est extrêmement fragmenté. Et eux-mêmes achètent, qu'il y a des gens qui achètent, et il y a quelqu'un qui a fraudé dans tout ça. Donc on essaie de faire le tri dans la longue traîne qui a mené de l'utilisateur final à Texmi. Donc si on simplifie et qu'on divise par le nombre d'installs, la formule, ça devient juste CPI réel, la prédictive LTV et un coût fixe par install qui est l'amortissement du P360. Alors, un début de réponse. La question c'était comment est-ce qu'on fait pour traiter les risques de fraude dans nos relations fournisseurs. On peut prendre un cadre tiré de la macroéconomie, de nos cours de macro, pour essayer de traiter le problème, qui est la théorie de l'agence. Donc on a un principal, qui est Texmi, qui essaye de contrôler l'activité de fournisseurs, donc il n'a pas toute l'information sur ce qui se passe, qui est donc l'agent. Le risque, en macroéconomie, il y en a 3 qui sont dans la littérature qu'on peut retrouver, c'est l'asymétrie d'information, c'est-à-dire que le partenaire a des activités qui sont invisibles pour Texmi, et à l'inverse, Texmi a des informations sur le comportement des utilisateurs que les partenaires n'ont pas. On a ensuite l'aléa moral, c'est-à-dire que ce n'est pas des amis en face, c'est une relation business, et du coup on ne sait pas vraiment ce qui se passe chez eux. Souvent c'est des gens à l'autre bout du monde, on ne voit pas jamais leur tête, du coup on ne sait pas exactement ce qui se passe dans leur entreprise. On n'a pas de retour du marché, donc on ne peut pas à part les rapports faits par AppsFlyer, donc on ne sait pas exactement s'ils ont d'autres clients, ce qui se passe chez eux. Et enfin il y a un problème d'antisélection. L'antisélection, c'est quand il y a un certain nombre de gens qui trichent, vous allez avoir naturellement le marché qui va devenir pourri parce que les gens qui trichent gagnent plus, et donc les bons acteurs vont se retrouver sortis du marché. Il y a une étude d'Hacker-Love sur le marché des voitures d'occasion aux États-Unis. Et je pense que c'est assez proche de ce qu'on vit dans les cas de tentatives de fraude dans le mobile. Alors les actions qu'on peut prendre vis-à-vis de ces risques, ça va être de dévoiler la totalité de l'information à nos partenaires sous la forme de soft KPI. Donc ils ne prennent pas d'engagement sur les KPI fournis par AppsFlyer, mais on leur donne tout de façon à ce qu'ils puissent au moins, eux, en interne, optimiser, qu'ils aient toute l'information. On demande en échange l'accès à toute l'info qu'ils ont, tous les noms des publishers, savoir où sont mis les pubs, éviter de se balader avec des ID et des chiffres dans nos rapports, et avoir des discussions absurdes comme la source numéro 12 a triché, mais il y a 2500 publishers derrière la source 12, on ne sait pas qui c'est, ce qui fait perdre un temps fou. Un autre truc, c'est de partager le coût de la fraude avec le fournisseur. C'est fait via le P360. Il y a 2 types de remboursements qu'on peut avoir. Les remboursements à l'attribution, donc c'est juste le fait que le partenaire ne voit pas qu'on a retiré des installs de son nombre d'installs. Et les post-attributions, c'est les trucs un peu plus durs où il faut les négocier à la fin du mois. S'il y a un nombre de fraudeurs trop important et que le budget est très élevé, on va aller leur demander de nous faire une ristourne, je ne sais pas comment on dit, un invoice sur leur invoice. Et enfin, monitorer les coûts d'agence, c'est-à-dire être assez précis sur le temps que ça prend vis-à-vis du budget impliqué. Est-ce que ça aurait pas, quand on a un partenaire qui fait seulement 1% du budget et qui nous prend 40% de la journée, est-ce que ça n'aurait pas fallu d'aller optimiser Google plutôt, et de mettre en place un nouveau système de reporting ou de travailler sur ce matching des advertising ID, d'AppsFlyer, etc.
c'est quelque chose qui est assez important finalement. Et donc là l'objectif c'était juste de s'assurer ensemble de l'exhaustivité des risques qu'on envisage lorsqu'on va onboarder de nouveaux partenaires. Alors une autre façon d'aborder le problème, ça va être d'essayer d'utiliser le plus possible d'instruments financiers ou de finances théoriques pour manipuler les données envoyées par AppsFlyer et l'agenture que l'on en fait avec nos données en interne de BI. Alors on a deux sources d'inspiration chez Texme. Le problème de ce qu'on appelle du bandit manchot, le multi-arm bandit problem, qui est un problème d'optimisation assez connu en théorie des probabilités. C'est-à-dire qu'on a le problème du bandit manchot de façon théorique qui se présente sous la forme d'une suite de machines à sous. Vous devez aller jouer aux machines à sous au hasard, et sachant que si vous alternez tout le temps de machines à sous, vous changez tout le temps de machines à sous, vous risquez de louper des bonnes machines à sous sur lesquelles vous avez joué dans le passé. Donc vous ne pouvez pas faire de l'exploration tout le temps et aller tester plein de machines. Il y a bien un moment où vous allez devoir vous concentrer sur un network et scaler avec ce network. Et on peut aussi s'assurer contre la fraude en construisant un mix de fournisseurs. C'est-à-dire que vous vous dites, dans notre verticale, on est à 20% de fraude globalement. Bon, on va en prendre 6 ou 7 sur ce mois-ci. On va en avoir un ou deux qui vont tricher, malgré eux encore parfois, hein, c'est pas forcément des gens qui veulent. Mais on va le considérer comme de la volatilité et on va s'assurer que le rendement global du panier de fournisseurs soit bon pour notre application. Donc ces formulations plus théoriques en finance nous amènent à développer de nouveaux indices pour suivre nos fournisseurs. Par exemple le TME, le temps minimum d'évaluation, c'est-à-dire que le PLTV modèle, vous ne pouvez pas prédire la lifetime value d'un utilisateur avec juste 2 jours de données. Donc vous allez essayer de réduire la période d'apprentissage technique pour comprendre votre fournisseur. Donc un travail là qu'on a eu cet été, c'était de réduire le temps qu'il nous faut pour évaluer précisément un channel d'acquisition et connaître précisément le nombre de users, d'utilisateurs qu'on a besoin de voir pour pouvoir qualifier un fournisseur comme étant bon, très bon, moins bon, etc. Et notamment, on a dû développer des indicateurs intermédiaires qui font des proxys à la PLTV en fait. Quand vous avez qu'une semaine de données, en plus 30% ont été bloqués par AppsFlyer parce que c'était de la fraude, c'est difficile d'évaluer précisément la PLTV. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des indicateurs de qualité qu'on sait être des bons proxys de la PLTV et qu'on va utiliser en attendant d'avoir une vraie PLTV qui nous permet de calculer les rendements du fournisseur. Et un biais qui a été noté par Tversky et Edouard en 66, c'est la tendance à surexplorer. C'est-à-dire qu'on n'est jamais satisfait globalement. On a toujours tendance à vouloir aller chercher d'autres fournisseurs, alors qu'en fait parfois il faut avouer que certains font du super boulot et puis juste augmenter les budgets. Là c'est un peu un biais cognitif qu'on a noté, qui est vouloir toujours se dire qu'on est en train de louper quelqu'un, un ad network, on envoie un nouveau dans le classement d'AppsFlyer, on a envie de le tester. Mais il faut à tout prix se bloquer dans ces élans, toujours dans ces calls qui n'en finissent pas. Pour vous donner des exemples plus concrets de ce qu'on voit quand il y a du ClickFood, j'ai une période de référence, du coup ça c'est une copie du dashboard d'AppsFlyer. J'ai une période de référence qui est tout à la fin en vert. Vous voyez que en bleu, vous avez du coup le conversion rate, pardon, en bleu foncé, en haut, qui est assez élevé. Donc c'est un de nos fournisseurs qu'on sait, avec lequel on a une très bonne relation, qu'on sait ne pas être fraudeur. Vous avez son nombre de clics en bleu clair en bas, et le nombre d'installs, c'est les petites barres bleues debout. J'ai 3 périodes avant qui sont pour 2 très suspectes et une fraude avérée, où vous voyez clairement les effets du ClickFood. Donc le fournisseur bleu clair, vous voyez que le conversion rate s'est complètement écroulé, le taux de clic a quasiment doublé, le nombre de clics a quasiment doublé en quelques jours quand on l'a accueilli dans notre mix de fournisseurs. Le fournisseur vert aussi, même scénario, le nombre de clics explose et le taux de conversion s'écroule totalement. Et en orange, ça c'est un peu plus spécial, l'effet est moins prononcé. On a des grosses suspicions, donc on a arrêté de travailler avec eux. Le nombre de clics a quand même pas mal augmenté, mais ils étaient borderline. Du coup, c'est pour dire qu'il y a des situations où c'est difficile de conclure, où à mon avis, soit ils sont très bons, soit c'est juste pas de chance. La campagne était juste très mal optimisée. Je ne sais pas très bien ce qui peut se passer chez eux. Alors, un autre message, une autre chose que je retiens de ma conversation avec Tinal et Linda d'AppsFlyer, c'est qu'on peut faire des choses sans le P360. Vous pouvez, dans les data d'AppsFlyer en brut, prendre la différence entre le click time et l'install time et regarder du coup le CTIT. Ça c'est un histogramme du CTIT chez Google.
qui est donc un partenaire sain, normalement, qui est réputé sans fraude en tout cas, vous voyez que le CityIT est globalement, donc c'est des minutes sur l'axe des abscisses, vous avez 99% des installs qui arrivent dans les 5 premières, qui ont lieu après 5 minutes, après le premier clic. C'est très rare et c'est donc une longue traîne de gens qui cliquent sur la pub et qui vont installer l'appli des heures après oui, des heures après, parce qu'après il y a une limite. Alors au contraire, vous pouvez tracer cet histogramme de CityIT sur des gens que vous venez juste d'accueillir dans votre mix de fournisseurs. Et là, vous voyez clairement les effets, par exemple, du click food en haut. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des clics au hasard, d'où la distribution uniforme. Et certains ont été pris comme des installs. Et c'est là où ils ont revendiqué des installs. Mais à l'avance, ils ne savaient pas lesquels allaient être des installs. Du coup, ils ne peuvent pas maîtriser la forme de la courbe. Et vous voyez très bien dans la distribution. Et quand il y a une rupture, c'est juste qu'on a fixé un seuil et qu'on n'attribue plus l'install après un certain temps. Et en bas, c'en est un autre, avec une forme un peu différente, mais qui s'est aussi fait prendre pour click flooding par AppsFlyer. Donc ça, c'est juste du coup la visualisation sous forme histogramme avec Python des données brutes d'AppsFlyer. Quelque chose qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une très grande hétérogénéité, et c'est ressorti de notre discussion avec AppsFlyer, au sein même des sources d'acquisition. Et ça correspond bien à l'idée qu'ils savent, malheureusement, eux-mêmes sont victimes de ce phénomène. Donc ça, c'est deux publishers chez le même network qui ont des formes donc les deux ont un peu de click food. Celui qui est en bas en orange est à 100% du click food, de la fraude. Celui qui est en haut, il était à juste 30%. Mais c'est très important dans la relation avec le fournisseur d'aller voir au niveau du publisher ID et pas de s'arrêter et de prendre le partenaire comme un monolithe en fait, en face. Donc une analyse au niveau du publisher est requise pour améliorer la qualité des campagnes. Et c'est ce travail d'optimisation sur lequel on bosse avec chacun de nos partenaires aujourd'hui. Du coup, pour conclure, P360 est un bon moyen de lutter contre l'asymétrie d'information. C'est ce qui est ressorti de nos 4-5 mois de test là. En regroupant les données en un seul endroit, on peut les partager plus facilement. On peut partager les données de post-attribution plus facilement. On peut aussi bénéficier des blacklists d'IP, de toute la connaissance de marché qu'a acquis AppsFlyer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en interne avec des mesures de CityIT ou de conversion rate, malheureusement. Il y a un deuxième élément dont on bénéficie avec le P360 pour revenir à la théorie de l'agence. Ça va être le fait que c'est une solution élégante à l'aléa moral. Un tiers de confiance, AppsFlyer va garantir les relations qu'on a et faire en sorte que tout se passe dans un climat plutôt de confiance, parce qu'on sait qu'ils sont indépendants et reconnus par le marché. Et donc, ça facilite les négociations en fin de mois avec les networks pour obtenir des remboursements quand les taux de fraude ont été trop élevés. Donc le bilan, on m'a demandé de faire des bullet points. Diversifier votre portefeuille et le risque associé, notamment avec ces techniques de mix de fournisseurs, etc. Il faut obtenir la bonne info et connaître comment se comportent les utilisateurs normaux dans chacune des apps. Donc le comportement post-install, mais aussi le comportement à l'install. J'imagine que vos CityIT sont peut-être très différents des nôtres, selon les verticaux, et que c'est important de pouvoir comparer et toujours benchmarker les gens contre ce qu'on sait être un comportement dans notre app à la base. Et on peut faire des choses aussi, c'est pas dans le slide, mais on peut faire des choses avec les données brutes d'AppsFlyer et sans passer directement par P360. Même si P360 apporte une brique en plus d'intelligence quand on veut scaler et augmenter le volume. Voilà, merci pour votre attention. Merci Aymar, on peut l'applaudir. Juste effectivement 2-3 questions pour rebondir sur cette présentation et rappeler l'activité de TextMe. On peut vous comparer à une sorte d'opérateur mobile virtuel désormais, vu l'évolution de vos métiers? Ah oui, merci, bonne question. En fait, dans le nouvel iPhone et le nouvel Android, on peut ajouter des cartes SIM virtuelles. Ce qui fait qu'on va pouvoir se présenter comme un MVMO et vendre des forfaits de téléphone, enfin venir marcher sur les plates-bandes des gros opérateurs télécoms directement. Donc c'est une belle ambition. Ça va connaître une explosion. Et donc, tu le disais, déjà près de 10 ans de présence sur les stores. Jusqu'à présent, tout cet effort d'analyse, vous le faisiez plutôt en interne? Oui, tout est fait à 100% en interne. Et malgré ce très haut niveau d'expertise, on voit évidemment la complexité du métier de data scientist, vous avez ressenti, au bout de toutes ces années, le besoin de passer par un tiers de confiance comme AppsFlyer? Ah oui, on est obligé pour savoir
pour savoir ce qui se passe, en tout cas pour l'attribution, c'est nécessaire d'avoir quelqu'un comme Flyer. Alors les conséquences, c'est que vous avez nettoyé certains ad networks, vous avez arrêté de travailler avec certains d'entre eux, ou du moins avec les publishers les moins fiables. Alors, on a rencontré les deux cas. On a arrêté de travailler avec certains ad networks. Donc généralement la relation est plutôt en pause. On attend des clarifications de leur part. On a obtenu des excuses parfois un peu étranges, comme le fait que si le CTIT était aussi élevé, c'est que les gens téléchargeaient l'application, cliquaient en 3G et téléchargeaient en Wi-Fi, ce qui était des conditions d'utilisateurs un peu étranges, mais genre des milliers d'utilisateurs, on parle, c'est un peu étrange. Mais il y en a d'autres où on travaille au jour le jour, ce qu'ils nous envoient les publishers, donc on comprend que certains trichent et qu'il faut... Vous êtes capable de faire la part des choses et que c'est publisher par publisher qui a des... Par publisher, grâce à Flyer. D'accord. Et jusqu'à présent, vous ne pouviez pas faire atteindre ce niveau de granularité? Alors on travaille avec AdFlyer maintenant depuis longtemps, donc on pouvait faire cette analyse, mais le P360 a rajouté un niveau de compréhension de ce qui se passe. Mais on est toujours en cours et je suis curieux d'avoir vos feedbacks aussi parce que c'est un problème compliqué, la fraude. Oui, on le voit. Je ne sais pas si les métiers publicitaires... en tout cas, on voit l'importance de la data désormais dans la user acquisition et dans la publicité mobile. La session de Q&A aura lieu donc à partir de 11h avec le reste du public. Donc on peut applaudir Aymar pour cette présentation extrêmement précise. Et on va donner la parole à notre troisième speaker de la matinée, Damien Offroy. Bonjour Damien, CMO de Le Ciseau. Une présentation, bonjour. Damien, qui va décoiffer. Ah, jeu de mots. C'est vrai qu'on est sur une thématique où les jeux de mots ont bonne presse. Je ne sais pas si vous connaissez, vous en avez entendu parler, leciseau.fr. Aujourd'hui se positionne comme le leader de la réservation de coiffeurs en ligne. On est sur une verticale donc unique sur la coiffure. Aujourd'hui, comment ça marche et qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. On s'est rendu compte que les salons de coiffure avaient un nombre d'heures creuses très importante. Et donc on s'est dit à un moment donné, pour faire venir les gens pendant ces heures creuses, qui sont donc généralement au courant de la journée ou au milieu du mois, parce qu'il faut savoir que le marché de la coiffure et dans les salons de coiffure, on va avoir beaucoup de personnes, beaucoup de clients début de mois, fin de mois, quand la paye tombe, ce qu'on dit. Et au milieu, c'est un petit peu un no man's land. Donc pour faire venir les gens pendant ces périodes creuses, on s'est dit il faut une promesse forte, et la promesse forte, c'est de proposer moins 50% à la dernière minute, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de créneaux les vendredis après-midi, les samedis, qui sont chez nous des journées qui sont parmi les plus fortes. Pourquoi le ciseau? C'est qu'on s'est aperçu, suite à une discussion avec des gérants de salons de coiffure, que à minima 40% des créneaux sont vides. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un salon de coiffure a 90% de coûts fixes, et donc chaque euro qui rentre dans ces périodes creuses, c'est un euro de marge supplémentaire à la fin de l'année. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que le nombre de visites par an chez le coiffeur diminue, pour une raison relativement simple, c'est que le coiffeur, pour les hommes, vous allez avoir des coupons à une vingtaine d'euros, pour les femmes, les prestations sont déjà beaucoup plus onéreuses, que le nombre de visites par an donc, diminue parce que vous avez des prestations que vous pouvez faire à domicile, un certain nombre de colorations, des choses comme ça. Et donc le cercle vicieux consiste dans la hausse des prix dans les salons de coiffure qui a tendance à favoriser la désertification des salons de coiffure. C'est-à-dire que moins il y a de gens, plus les tarifs augmentent, donc moins il y a de gens, plus les tarifs augmentent, etc. Et puis en faisant quelques recherches, on s'est aperçu que sur Google, la coiffure, c'était une thématique qui était très recherchée. Alors pas seulement pour réserver un coiffeur en ligne, mais pour avoir des idées, savoir quelles étaient les dernières tendances, etc. Les promesses côté coiffeur, c'est à peu près 10 000 euros de chiffre d'affaires additionnel par an. C'est à peu près 20 nouveaux clients par mois, 40 euros de panier moyen. Il faut savoir que 40-45 euros de panier moyen, c'est le panier moyen classique dans un salon de coiffure. Et donc on s'aperçoit que malgré les 50%, le panier moyen reste le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les gens vont se faire plaisir, un peu plus plaisir, vont prendre des prestations un peu plus techniques, plus compliquées, ou vont aller dans des salons dans lesquels ils n'auraient pas été auparavant. L'autre effet intéressant pour les salons de coiffure, c'est qu'une fois dans le salon de coiffure, vous allez avoir les clients qui vont se permettre d'acheter des produits en salon qu'ils n'auraient pas forcément acheté. La personne a déjà payé, elle est en salon de coiffure, elle n'a pas besoin de sortir sa carte de paiement. Elle peut dire, ah bah j'ai économisé 50%, bah, allez, je me fais plaisir, je prends un soin, je prends une prestation complémentaire.
Côté client, c'est relativement simple. La promesse est de moins 50%. Donc quand vous allez sur le ciseau.fr, vous réservez n'importe quand, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à moins que 50% garantie. Alors il y a ce qu'on appelle, nous aujourd'hui dans notre cible, les infidèles du coiffeur, des gens qui sont là, qui vont chercher le créneau et ou la promotion. Et à côté de ça, on a des gens qui sont très fidèles à leur coiffeur. Donc parfois, moins 50%, ça ne leur suffit pas pour changer de coiffeur. Le fait qu'on ait plus de 80 000 avis sur le site, ça ne suffit pas encore. Et on a lancé il y a quelques temps la garantie coiffure réussie. C'est-à-dire que si jamais la coupe était ratée, ce qui arrive très peu souvent, je vous rassure, vous avez la possibilité de vous faire recoiffer à nos frais dans un salon dans les 7 jours. Alors la stratégie média. Aujourd'hui, 2019 pour nous a été une vraie année test. C'est-à-dire qu'on faisait assez classiquement uniquement du Google et du Facebook auparavant. Cette année, on a voulu vraiment avoir une stratégie cross-canal. Donc là, dans les quelques exemples que vous voyez, en effet, on fait toujours du Google, hein, on ne va pas se mentir, ça marche plutôt pas mal. Facebook aussi. Nous avons fait un test début juillet métro-bus dans les grandes agglomérations, parce qu'on n'est pas présent uniquement sur Paris, mais sur toute la France. Bien sûr les RP, qui fonctionnent aussi très bien et qui sont assez bien relayés. Et la télé, qu'on a testé fin août, début septembre, qui était vraiment un sujet qui nous intéressait, sur lesquels on n'avait pas de certitude et qu'on voulait vraiment tester. Et donc tout ce parcours-là, toute cette stratégie cross-canal pour nous a pour vocation de vraiment, je dirais, toucher, multiplier les points de contact pour être toujours présent dans l'esprit des gens. Parce qu'on ne va pas se mentir, on va tous à un moment donné chez le coiffeur. Mais à un moment donné, on ne peut pas dire aux gens il faut y aller maintenant. Donc il y a une vraie logique de toucher les intentionnistes. Historiquement, on a commencé avec un site web donc responsive, assez classique. On n'avait pas de conviction, on n'avait pas de retour d'expérience sur ce que pouvait nous apporter une application. Et puis, à un moment donné, quand on a regardé un petit peu nos KPI, on s'est aperçu qu'on avait, comme beaucoup de gens, une grande partie du trafic qui était en mobile, sur notre site web donc responsive, et qu'on avait un taux de conversion qui était divisé par 2. Alors la mauvaise lecture aurait été de dire on ne fait pas de mobile et on fonce et on fait uniquement du desktop. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a 2 points importants. Le premier, c'est que le premier point de contact est souvent le mobile. Et puis, 2, on s'est dit qu'à un moment donné, l'application mobile pouvait avoir du sens dans la fidélisation de nos clients. Donc on s'est dit, on va lancer les apps iOS, Android. L'idée, c'était quoi? C'était de se dire, on va capitaliser sur la version web responsive. On a fait un premier site donc au lancement. 1 an et demi après, il était toujours là. On commençait à avoir des retours d'expérience sur ce qu'on pouvait optimiser. Donc, on a voulu faire une application qui était beaucoup plus fluide et beaucoup plus, je dirais, ergonomique, dans le sens où on voulait maximiser l'expérience utilisateur. On a voulu vraiment réfléchir à la customer journée, se dire aujourd'hui, quelqu'un qui va chez le coiffeur, comment ça se passe? Chez les hommes, c'est relativement simple. Les hommes vont chez le coiffeur tous les mois et demi. Chez les femmes, c'est un peu plus compliqué. Les natures de cheveux sont beaucoup plus diverses. Les prestations le panel de prestations est beaucoup plus large. Et donc, on a commencé vraiment à réfléchir à ça. 50% des réservations via l'app, c'était notre objectif. De ce qu'on lit un peu à gauche à droite, on est plutôt sur du 35%. Mais on s'est dit qu'à un moment donné, ça pouvait avoir du sens d'essayer d'atteindre un 50-50. Mais pas seulement en poussant nos utilisateurs à télécharger l'application, mais en utilisant l'application comme un vrai outil d'acquisition. On était vraiment totalement novices sur les applications et à un moment donné, on nous a dit que c'était bien de prendre un outil d'attribution, ce qu'on faisait déjà sur le web. Et donc, on a entendu plusieurs prestataires, et puis à un moment donné, le nom d'AppsFlyer revenait souvent. Après les avoir rencontrés, on s'est dit, bah, allez, partons avec eux. L'idée, c'est très simple, hein, c'est de se dire, je veux comparer tous mes leviers d'acquisition sur les mêmes KPI, de pouvoir traquer les mêmes événements pour chaque levier d'acquisition et pouvoir me dire, OK, par rapport à ce KPI, ce KPI, ce KPI, lequel de mes leviers est le plus performant. Donc,
Avantage d'AppsFlyer en ce qui nous concerne, le poids des leviers dans le parcours, ça c'est quelque chose dont je viens de parler. Le truc ultra important, c'est qu'à chaque fois qu'on a un nouveau partenaire en termes de pub, ou même sur d'autres outils, la vraie question qui revient tout le temps, c'est est-ce que vous êtes sur AppsFlyer? Alors là, on se dit, ben, on a fait sûrement un bon choix. Pourquoi? Parce qu'en effet, en dehors de l'interface et la manière de pouvoir customiser ces dashboards, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de pouvoir se connecter super simplement avec n'importe quel acteur. Donc aujourd'hui, en dehors de la connexion avec les différents acteurs, là on en a mis quelques-uns qu'on utilise sur les ads, sur la mesure d'audience avec Realytics qu'on avait sur la télé, parce qu'encore une fois on a voulu investir en télé mais avec une vraie logique héroïste, alors que souvent on a plutôt tendance à utiliser ça sur des campagnes branding. Le système de notification Batch également qui est connecté à AppsFlyer. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça fonctionne un petit peu comme les conteneurs de tags sur le web, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on intègre le SDK AppsFlyer et on n'a pas besoin d'intégrer le SDK des autres partenaires. Et ça, mine de rien, c'est quand même très appréciable au quotidien. Alors l'intégration en un clic ou presque, en fait vous avez, je le dis souvent, mais une doc qui est vraiment bien faite pour chaque partenaire avec lequel vous travaillez. Vous avez une documentation avec des captures d'écran, donc vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas vraiment besoin d'appeler ou faire appel à votre équipe technique qui est très souvent surchargée. Donc il suffit d'activer un partenaire. Et puis derrière, on choisit les événements qu'on veut remonter à ce partenaire. Ce qui nous permet, par exemple, sur un Facebook, sur un Google, ou même sur d'autres leviers, de pouvoir se dire eh bien, je veux faire remonter l'événement install, je veux faire remonter l'événement initiate checkout si vous voulez faire du retargeting, ou alors le paiement, ce qui vous permet après d'optimiser vos campagnes sur cet événement-là. Comme je vous le disais, nous, l'idée, on était vraiment sur une année de test. On avait vraiment besoin de se dire, on a besoin de tester énormément de leviers. Il y en a certains qu'on a arrêtés parce qu'on s'est rendu compte que les performances étaient en dessous des autres. Et en même temps, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on ne surexplore pas, on essaye de ne pas le faire. Il y a des partenaires avec lesquels on a approfondi notre collaboration, il y en a d'autres avec lesquels on l'a baissé, mais aussi parce qu'on n'a pas des budgets infinis, et donc à un moment donné, quand on doit faire des choix, on le fait sur les indicateurs qui nous semblent pertinents. Je disais tout à l'heure, l'idée pour nous de l'outil, en dehors de la facilité d'intégration des partenaires, c'est vraiment de pouvoir comparer les performances de chaque levier sur des KPI qui sont assez identiques, et d'analyser les comportements. C'est-à-dire que pour nous, chaque levier est utilisé en fonction d'un cycle de parcours d'achat, que ce soit sur du stimulus, de la prise d'information ou du passage à l'acte d'achat. Chaque levier, à un moment donné, a son intérêt, son utilité, et utilisé dans une logique bien spécifique. Si je reprends le tableau, en ce qui nous concerne, on utilise les leviers, donc soit pour... alors le stimulus, il est relativement simple dans notre secteur d'activité, on a besoin d'aller chez le coiffeur. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens vont prendre connaissance de notre service? Donc c'est vrai qu'on va utiliser certains leviers pour ça, et on va regarder certains indicateurs. Par exemple, personnellement, je ne vais pas utiliser ou lire les mêmes indicateurs sur un Facebook que sur un Google. Sur un Facebook, je vais plutôt prendre ça comme un levier initiateur pour créer du stimulus, dire on existe. Sur un Google, je vais plutôt utiliser des leviers héroïstes sur de la conversion last click. Et puis sur la prise de décision, il faut savoir, c'est que en étant une marketplace, on a plutôt tendance à se concentrer sur les leviers de prise d'information et de prise de décision, dans lesquels on peut avoir des logiques très héroïstes, parce qu'on est sur des intentionnistes. C'est-à-dire que si j'utilise un Google et que je vais chercher quelqu'un qui cherche un coiffeur pas cher à Paris, je sais que c'est quelqu'un qui va aller chez le coiffeur. Donc je sais que mon retour sur investissement sera meilleur. Le stimulus, c'est moins évident, mais à côté de ça, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder, par exemple, des conversions qui peuvent être faites à 7 jours post-view, ou 28 jours post-view. Les comportements sur le web et le mobile sont très différents chez nous, c'est-à-dire que sur le mobile, on va pouvoir se permettre de regarder un 28 jours, parce que entre le moment où la personne prend connaissance, installe l'appli et passe à l'acte d'achat, il peut se passer un mois. Sur le web, c'est beaucoup plus rapide. En 2 jours, normalement, le parcours est clos. Ça, ce sont les différents événements qu'on suit. Donc bien sûr, l'ouverture de l'application. Chez nous, c'est relativement simple. On cherche un coiffeur. Une fois qu'on l'a trouvé, bien sûr, on cherche la prestation. On s'inscrit ou on s'identifie. On arrive sur la page de paiement et on paye. Donc on a été vraiment sur un parcours très simple.
que le mobile nous permettait, que le site web responsive, avec les contraintes parfois desktop, et malgré le problème qu'on a voulu, malgré le fait qu'on ait voulu réfléchir en mobile first, ça n'empêche qu'il y a des contraintes qu'on a et qu'on n'aura pas sur mobile. En fonction de toutes les sources qu'on utilise aujourd'hui et les différents événements in-app qu'on a, on ne va pas attribuer la même valeur à tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on est vraiment dans une logique on pilote notre activité sur deux choses. C'est bien sûr le coût d'acquisition et le coût par registration. Les autres, le coût par installation, on va le surveiller pour piloter de manière un peu plus grossière nos investissements médias, mais c'est surtout le coût par acquisition qui va driver vraiment l'ensemble de notre stratégie. Et dans un second temps, le coût par registration. Alors pourquoi le coût par registration? Parce qu'à partir du moment où on a la personne et qu'elle s'enregistre au CNU, avec notre CRM, on a la capacité de pouvoir relier tout son historique de navigation. Et donc de pouvoir savoir dans quelle ville elle est, quel est le nombre de fois où elle est venue et qu'elle a fait une recherche sur cette ville-là. Le CRM a une notion d'outil prédictif qui nous permet de se dire attention, cet utilisateur-là est vraiment chaud, il va passer à l'acte d'achat. Et puis, en rentrant dans notre logique de marketing automation, on va pouvoir faire des propositions ciblées. Si la personne est venue souvent dans une ville et qu'elle n'a pas réservé, potentiellement, elle n'a pas trouvé le salon qui lui plaisait. Donc quand on a un nouveau salon qui entre, on a la possibilité de mettre en place un scénario. La personne qui a déjà acheté, par exemple, un lissage brésilien, qui peut se faire entre tous les 3 à 6 mois, on va être capable, à un moment donné, de lui dire « Ah, il est peut-être temps de retourner chez le coiffeur pour continuer à entretenir votre belle chevelure avec un lissage brésilien. » Donc en fait, voilà, on a créé des scénarios qui nous permettent à un moment donné d'utiliser de la notification, du mail, du push web, même du SMS, et puis à partir du moment où on a quand même tendance à pousser les gens à utiliser l'application, derrière, après, on est capable de traquer, encore une fois, tous les événements, tous les comportements, et plus on a de données sur les comportements, plus nos scénarios sont pertinents. Alors, un peu de gros hacking, j'ai mis le terme entre guillemets. Comme je vous disais, pour nous, aujourd'hui, l'application est vraiment au centre de notre stratégie, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Donc aujourd'hui, dans tous les mails de marketing automation qu'on met en place pour les inscriptions, les relances des abandonnistes, les confirmations, les newsletters, etc., l'application est présente dans le mail pour les personnes qui n'ont pas l'application. Ce sont des leviers qui marchent très bien. Parce que ce sont des gens qui sont déjà rentrés en contact avec nous, qui ont déjà eu un touchpoint, donc ils nous connaissent. La mise en place des bannières, tout le monde le fait, mais c'est bête et méchant, mais ça reste aussi un des leviers qui performe le plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas décider si la personne va venir faire une recherche d'un coiffeur sur le web ou sur le mobile. Si votre objectif, c'est d'envoyer la personne vers le mobile, quand elle arrive sur le site web en version responsive, on lui propose la petite bannière pour le télécharger. Si elle ne l'utilise pas, on ne lui affiche pas pendant une certaine durée. Et puis si on voit que la personne est réceptive au service, à l'offre et au site web, on peut se permettre de lui reproposer à un autre moment. Mais c'est un vrai outil et AppsFlyer propose un petit configurateur pour ça. Et si on reprend un petit peu l'exemple, voilà, c'est tout bête et méchant, mais c'est vrai que ça a une portée qui est quand même non négligeable. Le OneLink, petit outil extrêmement pratique. L'idée, c'est quoi? C'est que quand on fait un call to action, plutôt que de s'embêter à avoir un lien différent en fonction d'iOS, Android, ou même de ramener vers le site web, l'idée, c'est d'avoir un lien unique qui sera après traité et rediriger l'utilisateur vers le store si jamais la personne n'a pas l'application, et directement, grâce au deep link, dans l'application sur la bonne page concernée. On imagine bien qu'avec ce type de lien, le taux de transformation est réellement meilleur. Et si on regarde après le nombre d'écrans, de views sur l'application, il est également meilleur parce que la personne clique et arrive directement sur le contenu qu'elle cherchait. Pour conclure, en termes de résultats, on l'a fait vraiment sur la durée, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit on fait 50-50 app, web. La logique, ça a vraiment été de se dire on regarde mois après mois, et aujourd'hui on en arrive à des investissements qui sont vraiment à 50-50 entre les budgets qu'on répartit sur le web et sur l'app. 31% du trafic a lieu dans l'app, mais ça représente 41% des conversions. Donc c'est, quand je vous disais en début de présentation que l'idée c'était de maximiser l'expérience utilisateur, on touche un peu au but. Alors bien sûr, hein, ça s'optimise tout le temps, mais on voit qu'on a un taux de conversion qui est bien meilleur.
Donc si vous vous rappelez, au début je disais on a 70% du trafic en responsive, on a un taux de conversion qui est 2 fois inférieur à celui sur desktop. Aujourd'hui, et on savait dès le départ sur le trafic organique, on avait des taux de conversion qui étaient meilleurs sur l'app. C'est ce qui nous a permis de vraiment se dire voilà, on y va avec confiance, on n'hésite pas à mettre une grosse partie de notre budget vers l'application. Et à côté de ça, sur le site web, on a énormément de trafic parce que voilà, on a des leviers organiques qui sont assez puissants. Et aujourd'hui, ça représente 60% du CA. Donc aujourd'hui, on est à 41%. De ce qu'on entend dire et ce qu'on voit, 41%, c'est un petit peu au-dessus du marché. Mais on dit que voilà, les 50% sont atteignables. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on dit souvent je fais une application pour la fidélisation de mes clients, etc. Aujourd'hui, c'est assez vrai pour nous. C'est-à-dire qu'on a environ 50% des prestations réservées par mois qui sont de la récurrence et des clients existants. Donc aujourd'hui, voilà, on est parti de zéro il y a 1 an sur les applications. On s'est entouré d'AppsFlyer et de différents acteurs sur la publicité mobile. Aujourd'hui, on est très content des résultats qu'on obtient sur la publicité mobile et ça nous pousse à aller encore un peu plus loin. Merci Damien, on peut l'applaudir. Damien, spécialiste du lissage brésilien et de la user acquisition. C'est 2 talents en un seul homme, c'est incroyable. Donc si on comprend bien, en à peine 1 an, ça a complètement disrupté votre business. Aujourd'hui, le mobile, on s'approche du cap des 50% de chiffre d'affaires dans l'application. Ça a été très rapide. Ça a été rapide et il y a vraiment eu des paliers. C'est-à-dire qu'au début, on tournait à 10-12%. Après, on a eu une longue période aux alentours des 30%. Et là, maintenant, on commence on a eu un vrai palier sur les 2 derniers mois. Alors l'explication, c'est peut-être la télé, parce que sur la télé et même dans le bus et le métro, la logique, ça a vraiment été de pousser l'application. On ne parlait pas du site web de ciseaux.fr, on disait télécharger l'application. Et on se rend compte que les téléchargements potentiellement qu'on a eu fin août se concrétisent, comme je disais, il y a une période entre le premier point de contact ou téléchargement de l'application et la vente de 15, 20, 30 jours. Et donc on est dans cette période-là où on se rend compte que les conversions et les téléchargements qui ont eu lieu fin août, près de la rentrée des classes, qui est toujours une période forte pour nous, se concrétisent en septembre avec je dirais, la saisonnalité qui est aussi favorable. Et comme pour TextMe, vous suivez des téléchargements, mais bien plus que ça, au final, c'est des clients évidemment que vous voulez. Et oui, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, si je parle un petit peu de fraude sur le paiement, chez nous, les fraudes tous les mois, ça représente peut-être une dizaine de cas. Donc nous, en fait, comme on pilote pas trop à l'installation, hormis de manière très macro, c'est vrai que cet indicateur-là, on le suit, on le regarde de loin, mais ça fait pas foi. Donc à un moment donné, nous, le truc sur lequel on peut pas trop tricher, c'est vraiment la vente. Parce que au niveau de nos systèmes de paiement, il y a vraiment des grosses barrières qui sont mises. Mais par rapport à des agences avec lesquelles on travaille sur de l'achat média mobile, en effet, on a aussi des rapports de fraude et de toutes les installations qui ne sont pas facturées. Et puis évidemment, un tiers de confiance, c'était logique. Et ce tiers de confiance, AppsFlyer, qui a été même plus qu'un tiers de confiance, c'est presque un guichet unique qui vous a permis d'accélérer très rapidement en se connectant directement à toutes les sources, avec un vrai gain de temps. Alors, le gain de temps, il est évident, je le disais. Je pense que dans toutes les structures, aujourd'hui, les équipes techniques sont surchargées. Donc, dès qu'on peut faire des choses par nous-mêmes, c'est-à-dire que le marketing peut déployer ces solutions sans forcément trop solliciter les équipes techniques. Alors, la première fois, il nous faut bien sûr la technique. Installer le SDK. Ouais. Et après ça, il y a clairement plus besoin de la technique. Toutes les infos remontent. On choisit celles qu'on veut fournir aux partenaires, celles qu'on ne veut pas fournir. Donc à partir de là, il n'y a plus besoin de l'équipe technique. Et puis, en plus de ça, étant vraiment néophyte sur le milieu des applications, ce qu'on demande à un partenaire, malgré le fait que ce soit un outil d'attribution qui a peut-être une vocation technique, ce qu'on apprécie, c'est le conseil. C'est-à-dire que chez nous, on est très balbutiant sur les liens profonds et le deep linking, et on nous pousse. Ah, vous en êtes où, ça avance, on a eu des bonnes performances sur d'autres clients, etc. Et ça nous aide aussi à cette expérience que nous, on n'a pas, nous aide à prioriser les différents chantiers. Et à monter en expertise. Merci en tout cas pour ce témoignage. J'invite d'ailleurs Tinal et Emar à nous rejoindre au niveau du panneau central pour la session de Q&A. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle pour nos 3 intervenants? Je vais vous apporter le micro. Monsieur qui lève la main. Bonjour, n'hésitez pas à vous présenter. Laurent Bacchias, Twister. Vous avez parlé de fraude d'INAP.
on voit bien la fraude à l'install et le vol d'attribution. Fraudinap, si vous pouviez détailler donc, ce que ça signifie. Oui, bien sûr. Donc en fait, la fraude, donc il y avait plusieurs typologies de fraude. La fraude à l'install où les fraudeurs s'approprier en fait une fausse install, et la fraudinap en fait ce sont les actions au niveau de l'application, à l'intérieur de l'application qui vont être frauduleuses. Donc là, ce que les fraudeurs essayent de faire, c'est vraiment de répliquer une sorte de comportement humain et de ne pas s'arrêter en fait juste à l'installation et de répliquer en fait des comportements qui pourraient avoir un utilisateur normal. Par exemple, effectuer un login, un event, etc. Ça va jusqu'à l'achat, on l'expliquait tout à l'heure, pour vraiment simuler un vrai comportement. Donc c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant. C'est ça, et c'est ce type de fraude, en fait, au final, qui est un peu plus difficile, parce que ça réplique vraiment tout le parcours d'un utilisateur normal qui installerait l'app et qui continuerait son utilisation. Et plutôt que, par exemple, du CTIT, du Click to Install Time, où là, effectivement, on voit que... voilà, après, par exemple, 7 heures, l'installation de l'application a lieu, où là, on sait que c'est frauduleux. Mais si effectivement, il y a des comportements qui suivent in-app, là, c'est un petit peu plus difficile à traquer. Une seconde question, monsieur, présentez-vous. Bonjour, Luc Monteil, Addictive. J'ai une question sur la coopération au sein de la lutte antifraude dont vous parliez tout à l'heure. Il me semble que vous avez des partenaires également antifraude. Je voulais savoir comment vous travaillez avec eux pour lutter conjointement contre la fraude. Est-ce que vous échangez des données? Voilà, comment ça se passe un petit peu? Qu'est-ce que vous entendez par partenaire antifraude? Sur votre site, AdSlyer, il y a une page partenaire, je crois, avec de nombreuses boîtes. Il y a certainement d'autres outils que votre solution Protect 360. Est-ce que vous travaillez avec ces outils? Ou est-ce que c'est vraiment cloisonné à ce niveau-là? L'outil Protect 360 est vraiment cloisonné par rapport aux autres outils. Et c'est une volonté d'AppsFlyer, c'est vraiment d'avoir pu développer tous nos outils en interne. Donc on se refuse de soit racheter des sociétés externes à ce niveau-là. Le partenariat, on le fait plus avec justement effectivement les différents partenaires, les agences, pour pouvoir échanger justement ces informations. Notre objectif, c'est vraiment d'aider le client. Donc si on peut aider en partageant ces informations avec les différents partenaires et sources impliquées, on le fait. Mais effectivement, l'outil Protect 360 est un outil complètement indépendant et propre à lui-même.